Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel. Moi, que ce soit dans le milieu entrepreneurial ou associatif ou scolaire, mais surtout entrepreneurial, voire même spirituel aussi, c'est des personnes qui voulaient avancer, qui m'ont aidé à avancer. Parce que quand on est malheureusement pas dans un entourage qui te pousse à aller vers le haut, il y a peu de chances qu'on y arrive. Il y a toujours des exceptions, mais dans le cas général, il y a peu de chances qu'on y arrive. Et s'entourer des personnes qui avancent dans une direction qui te semble être la bonne, c'est important de les fréquenter, de les rencontrer, de parler avec elles, de s'inspirer d'elles. Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah, Abdel Samad. Wa alaykoum salam, Abdelrahman. Comment vas-tu? Ça va très bien, je te remercie. Et puis, merci également pour l'invitation. Ça fait très plaisir de me retrouver ici avec toi. Bah écoute, plaisir partagé. Un petit big up à Benjamin qui nous a mis en contact. Benjamin que j'ai pu interviewer il y a quelques semaines et qui m'a fortement recommandé d'entrer en contact avec toi. Eh ben, super. Bah, merci encore à lui. Et puis, j'espère que ce sera à la hauteur des attentes. Abdel Samad, pour commencer, je te propose de nous faire une petite présentation de qui tu es, de ce que tu fais, d'où tu viens, quel âge tu as, rapidement. Ok, je vais essayer d'être rapide alors, comme tu dis. Je m'appelle Abdel Samad, j'ai 28 ans. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, mais j'y reviendrai, enfin, on y reviendra plus tard. Alors, je suis de Lyon. J'ai grandi à Lyon, hein. J'ai grandi dans le quartier Mermoz, si ça parle. Bien sûr, moi ça me parle en tout cas. Ok, super. À Lyon 8e, j'ai passé la moitié de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Donc là, je vis dans le centre de Lyon. C'est la deuxième Mhm. moitié de ma vie et d'ailleurs, ça a été un sacré changement qui a eu un impact significatif sur l'évolution de ma personne. Sinon, j'ai suivi, on va dire, une scolarité dans le milieu technique, ingénierie. Mhm. Et ça a été assez particulier d'ailleurs, la scolarité. Ça, de mon côté, ça a été une phase assez impactante dans ma vie, tant il y a eu de tempêtes, on va dire ça, de tempêtes, mais c'est ça qui m'a forgé au fur et à mesure. Puisque voilà, je viens d'un milieu où on n'avait pas forcément de modèle, on va dire, de modèle de réussite scolaire. Ouais. Et on n'avait pas non plus l'influence de pourquoi c'est important d'exceller dans ses études, en quoi c'est important. Donc forcément, on ne donne pas l'importance que méritent les études. On ne sait pas forcément pourquoi on le fait, donc on n'investit pas suffisamment les bons efforts. Et donc au fur et à mesure, j'ai dû parfois refaire mes classes, que ce soit en quatrième, en troisième, et même en seconde, hein, pour vous dire honnêtement à quel point j'étais un petit peu déconnecté de l'importance des études. Mais c'est qu'à la fin de ma deuxième seconde, où là j'ai eu un déclic en rencontrant notamment une personne qui m'a un petit peu fait prendre conscience de pourquoi c'était utile à un être humain de s'élever intellectuellement, de comprendre un peu mieux le monde qui l'entoure. Mhm. Et donc là, j'ai pu, à partir de ma première, changer un petit peu mon état d'esprit et comprendre que finalement, bah, les études, c'est quelque chose qui m'apporte. Et à partir du moment où j'ai changé cet état d'esprit-là, c'est là que ça a commencé à réellement m'être utile, à réellement me changer intellectuellement, culturellement. Et puis, bah, alhamdoulilah, Dieu merci, ça a été un déclic important dans ma vie. Puis, bah, j'ai continué, voilà, après bah, j'ai fait un lycée technologique à cette époque, un bac STI 2D, ça s'appelait. Enfin, ça s'appelle toujours comme ça, je crois. Mhm. C'est dans l'industrie et le développement durable, hein, pour faire simple. C'est un peu une filière d'ingénierie, on va dire ça. D'accord. Pourquoi tu as choisi cette voie? Alors, il faut savoir que encore à ma deuxième seconde, j'étais pas forcément très investi. J'étais pas très investi, donc j'avais à peu près le minimum syndical, hein. J'étais dans les 10,5 de moyenne, à peu de choses près. On m'a refusé le bac S, pourtant c'est ce qui m'attirait, le côté scientifique. Et le fait de ne pas l'avoir eu pour cette deuxième fois consécutive, ça a contribué à ce déclic et je me suis dit, mais en fait, si je continue sur cette voie-là, jamais j'obtiendrai ce que je veux. Et, Oui. et donc on m'a malgré tout recommandé cette filière parce que la personne en question sentait que j'avais un profil ingénieur, un profil un petit peu technique, scientifique. J'y suis allé un petit peu par dépit et ça a été une bonne surprise de me rendre compte qu'en vérité,
avec les bons profs, ça a été un véritable tremplin. J'ai vraiment acquis des notions techniques, des notions scientifiques qui ont contribué à faire de moi, on va dire, le profil ingénieur que j'ai été par la suite dans mes études. D'accord. Donc ensuite, après ça, tu as enchaîné dans des études supérieures, dans quel domaine? Bah, j'ai enchaîné avec une classe prépa à l'INSA Lyon, juste après le Waouh, ok. bac. Ouais, ça a été une très belle année, hein, honnêtement, une très belle année Mhm, que j'ai pas souhaité pour le coup poursuivre. J'ai pas souhaité poursuivre sur la deuxième année parce que mhm, je me suis rendu compte que j'investissais vraiment tout mon temps dedans. Et malheureusement, par rapport à des activités que j'ai commencées en parallèle, notamment associatives, dans lesquelles je m'épanouissais énormément, j'y reviendrai aussi, ça mhm. m'empêchait un petit peu de m'y épanouir. Or, j'avais besoin de ça. Je me suis rendu compte que dans mon équilibre de vie, j'avais besoin de ça, j'avais Oui. besoin de de ces rencontres sociales, de cet engagement pour des causes qui me tenaient à cœur à cette époque-là. Et donc, j'ai choisi de ne pas continuer en prépa sur la deuxième année, mais plutôt d'aller sur un DUT, donc un DUT dans le génie Mhm. mécanique, toujours dans l'ingénierie. À ce moment-là, tu savais pas exactement ce que tu voulais faire de ta carrière. Pas exactement. J'avais une idée. Je savais que je voulais être dans le milieu technique. Je savais, voilà, je voulais aller Mhm. je voulais avoir une place entre guillemets, une place dans un bureau dans lequel je vais pouvoir parler technique, échanger avec des personnes scientifiques, etc. Ça, c'était un petit peu l'image que je me faisais. D'accord. Parce que D'accord. aussi, on me disait, essaie, voilà, de t'assurer une place euh, dans des entreprises qui vont te permettre d'être tranquille derrière un bureau, si je devais citer les termes que j'entendais parfois autour de moi. Très bien. Ouais. Voilà. Donc après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une petite difficulté hein, d'ailleurs à la fin de mon DUT. Ça a failli me coûter ma scolarité entre guillemets. J'ai eu des petits soucis d'absentéisme. Ça aussi, c'est important. Je le mentionne parce que ça commençait à me faire douter un petit peu de où est-ce que j'allais. Donc ces soucis d'absentéisme, voilà, dû en fait à une surcharge de tout ce que je faisais à côté qui me rendait moins Oui. efficace dans mes études, ça me faisait me questionner sur est-ce que j'ai vraiment les capacités pour aller au bout de mes études alors que j'arrive à peine ne serait-ce à tenir un équilibre de vie. Donc c'était pas tant au niveau de la difficulté des notions abordées, vraiment pas, mais plus dans comment je construis mon équilibre de vie. Et Ouais, je comprends. voilà, donc finalement, pour te dire hein, en toute honnêteté, on m'a refusé le passage en deuxième année de DUT. Donc finalement, j'étais un peu dans une situation presque similaire à celle quand j'étais en prépa. Et là, j'étais en grande phase de doute. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Enfin, qu'est-ce que je tente? J'ai essayé de voir la direction qui m'a dit, écoute, je peux te faire basculer dans une autre filière, mais pas celle dans laquelle tu étais déjà. Bref, on me proposait pas forcément des options qui me paraissaient judicieuses pour ma construction de parcours. Et j'ai fait un choix assez risqué, je le dis. J'ai basculé en BTS. Donc là, en gros, pour faire très simple, j'ai fait prépa, DUT, BTS. J'ai abordé à peu près toutes les couches du parcours que peut faire un technicien. Mhm. Et donc c'est un BTS toujours dans la technique, dans l'ingénierie mécanique. Ouais, Euh, toujours en première année, hein. Voilà, exactement. Donc, c'est dire le Mhm. coup sur coup sur le moral. Ouais. Mais avec un bon entourage et des gens qui ont continué à m'encourager à toujours exceller, là, je me suis dit, c'est ma dernière chance. Pour faire simple, c'est ma dernière chance de tout donner. Et alhamdoulilah, j'ai vraiment tout donné. J'ai excellé dans ce BTS. Évidemment, je ne me contentais pas, en fait, de ce que j'abordais dans ce cursus qui finalement était pas plus développé que ce que j'avais vu déjà 2 ans avant en prépa. Donc, Mhm. j'étudiais à côté. J'étudiais à côté le programme de DUT et de prépa, de sorte à ce qu'à la fin de ces 2 années, donc c'est ce qui s'est passé à la fin de ces 2 années, j'ai passé des concours dans les écoles d'ingé. D'ailleurs, pas dans énormément d'écoles, hein. J'ai fait INSA Lyon, ECAM Lyon et Mines Saint-Étienne. Ok. Je voulais absolument que ce soit dans l'une de ces trois. Et finalement, donc comme j'ai été admissible hein, aux Mines de Saint-Étienne. Et je voulais pouvoir profiter un petit peu de ce qu'ils appellent le prestige de ces écoles-là, avec un grand nom qui date de parfois plusieurs siècles.
je me suis dit, bon, bah, c'est parti. Et ça a été donc la dernière étape de ma scolarité d'ingénieur. J'ai intégré les mines de synthé sur un cursus de génie industriel. Euh, D'accord. Donc le BTS, c'est 2 ans, hein. Tu as fait deux exact, ans de BTS et après exact. tu as postulé pour... C'était sur concours? C'était sur concours, exactement. Et c'était pour une alternance. Moi, j'ai D'accord. demandé un programme en Et c'est trois alternance. ans, 3 ans ou 4 ans Ouais, après? c'est ça. C'est le cursus, c'est 3 ans. D'accord. C'est 3 ans en alternance. 3 ans en alternance, donc tu travailles 2 semaines et tu étudies 2 semaines, quelque chose comme On ça? était plus sur du un mois. La première année, c'était du un mois, un mois. Hmm. Et après, c'est l'entreprise qui prend toujours plus de place. Ouais, tu étais à un stade où tu voulais étudier, mais tu voulais avoir un complément, un revenu quand même, Exactement. Ça devenait être important parce autonome. que enfin, Hmm. voilà, logiquement, je grandissais. Quand j'ai intégré l'école, j'avais quoi? J'avais 24 ans, je crois bien. Je Hmm. pouvais plus trop me permettre, 23 ou 24 ans, donc je pouvais plus trop me permettre de me reposer totalement sur mes parents, sachant que j'allais pas avoir de bourse, ce genre de choses. Ouais, Forcément, ouais. il fallait que je Ouais, je prune. pense que l'alternance, c'est un bon juste milieu, quoi. Voilà, c'était exactement un juste milieu. Tu as évoqué le fait que tu avais d'autres intérêts, notamment l'associatif. Mhm. Au niveau du BTS, tu as réduit un peu ça ou tu arrivais à jongler entre les deux? Finalement, j'arrivais mieux à jongler parce que le BTS, j'avais pas énormément de difficultés pour le suivre, voilà, pour le suivre tout en étant très bon dans les performances. Donc, ça me permettait, voilà, Hmm. de pouvoir investir mon temps à côté, sachant que pendant aussi toute ma scolarité, les 4 premières années, j'étais volleyeur, hein, je faisais du volley en compétition. Donc, ça me prenait aussi pas mal de temps dans la semaine. Au final, mon équilibre, il se découpait entre ces trois ou quatre éléments. J'avais l'école, j'avais le milieu associatif, j'avais le sport et j'avais voilà, mes cercles spirituels aussi, mes petites dynamiques avec certains proches. Comme tu dis, moi, j'ai eu plus ou moins un problème similaire, le fait de trouver l'équilibre, hein, pas forcément avec les mêmes activités, mais le fait de trouver l'équilibre pendant ses études, je pense, que c'est un gros, gros, gros challenge. Alors, soit on s'investit pleinement dans ses études, comme certains le font, ils sont à 100% dans leurs études et puis ils pensent pas à grand-chose d'autre. Soit ça peut ne pas suffire pour nous épanouir et il y en a beaucoup comme toi, comme d'autres personnes qui, qui s'investissent dans l'associatif, qui font d'autres choses à côté. Et je pense pas que ce soit quelque chose de mauvais, je pense que c'est quelque chose de bien, même Mhm, de très bien, même de diversifier un petit peu. totalement. Mais malheureusement, je pense que enfin, moi, je connais en tout cas des personnes qui, à cause d'une mauvaise gestion ou parce que c'est peut-être pas possible pour eux, c'est un peu compliqué de gérer un peu tout, bah, finissent par ne pas avancer dans leurs études, quoi, malheureusement. Exact. Et c'est dommage, quoi. Je sais pas quoi, enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi. Oui, c'est quelque chose malheureusement hein, qui arrive parce que on n'arrive pas à doser. Parfois, on n'arrive juste pas à doser parce que c'est forcément possible de trouver l'équilibre. Mais il y a des moments où on n'arrive pas à doser. On veut faire beaucoup de l'un tout en étant correct dans l'autre. Mais il y a des moments où il faut être réaliste. Dans une journée, il y a 24 heures. Et quand tu as besoin de la découper de manière stratégique pour que tu assumes tous tes engagements, si tu débordes sur l'un, ça empiète sur l'autre, tout naturellement. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup. C'est ce qui s'est passé pour moi. Euh, c'est une réalité. Surtout que pour les études, parce que c'est moins marrant, quoi, entre guillemets, on va dire, C'est c'est moins ça, interactif, c'est moins. exactement. Donc, faut vraiment se forcer pour imposer du temps pour les études. Ah, c'est ça, il faut une discipline. Et si on n'a pas la discipline, malheureusement, dans ses projets de vie, c'est difficile d'atteindre ses objectifs. Vraiment, s'il y a une leçon, parmi les leçons que j'ai apprises de mon parcours, c'est la discipline. Si tu n'en as pas, euh, ne vise pas trop haut, c'est mieux. Donc voilà, faut l'apprendre en vérité dans le sens inverse. Vise haut et impose-toi une discipline. D'accord. Et comment tu fais pour t'imposer une discipline? Tu as des mécanismes ou c'est devenu naturel? Alors, c'était pas naturel hein, à l'origine. Je me suis surtout laissé inspirer. La bonne compagnie, c'est aussi une des meilleures clés hein, qu'on puisse avoir dans la réussite de sa vie. Et à force d'être entouré de gens qui justement se posaient une discipline et les voir réussir grâce à cette discipline, entre autres, je me disais, si je veux y arriver, il va falloir aussi que je me pose cette discipline. Donc, ça commençait par me dire, j'essaie d'organiser un petit peu ma semaine. Je vois un petit peu le temps que je veux accorder à chaque chose. Quand je donne un engagement, je le respecte, même si parfois il me gêne un petit peu parce que j'avais pas prévu certaines choses.
Bon, bah, si j'ai donné un engagement, je le respecte. Voilà, il y a des choses comme ça, faut se les imposer. Ça passe par des outils organisationnels pour certains. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé. C'est quand j'ai commencé à utiliser un agenda. C'est tout bête, hein, mais un agenda, voilà, sur mon téléphone. L'agenda, ça a révolutionné beaucoup de choses. J'oubliais plus jamais les rendez-vous. J'étais à l'heure parce que j'avais des rappels très réguliers enfin, c'est des petites choses comme ça qui facilitent l'organisation. Et l'organisation, ça contribue énormément à la discipline. Bah, écoute, merci pour ce conseil. Peut-être dernier commentaire sur tout ça. Quand tu as parlé un peu de tes centres d'intérêt, on peut voir qu'il y a des choses qui sont diverses, mais qui touchent chacun à des aspects différents de ta vie, quoi. Donc, tu as le côté un peu. Donc, l'école, c'est plutôt personnel, c'est plutôt intellectuel. Tu as l'aspect spirituel avec. Donc, tu parlais d'assises ou de rencontres spirituelles ou de cours, je sais pas. Mhm, Tu as l'aspect un peu humain avec l'association, le fait d'aider les gens. Et tu as le côté d'un niveau là sportif un peu pour. Bon, ça, c'est plus l'aspect physique, l'aspect du corps. Donc, donc c'est pas aléatoire, hein, j'ai l'impression, donc ces choix-là. Euh, qu'est-ce que tu as un commentaire à faire par rapport à ça? honnêtement, c'était des besoins. Je le dis clairement, c'était des besoins. Parfois, on s'écoute pas assez. On sait on est, il nous manque quelque chose. Mais comme on s'écoute pas parce que la société nous impose parfois certains chemins à prendre, alors on est négligent par rapport à ça. Alors que parfois, c'est des signaux tout bêtes. Quand tu es toujours stressé dans ta semaine, quand tu es toujours anxieux, etc., peut-être qu'il te manque juste un moment de défoulement. Et moi, je sais que le sport, c'était ce moment de défoulement. Mais je sais aussi que mon engagement associatif au sein de l'association étudiants musulmans de France, bah, c'était le moment où je pouvais m'épanouir avec d'autres personnes, partager des savoirs, exprimer mes savoir-faire et développer aussi ces savoir-faire et mes techniques. Enfin, pour faire simple, d'ailleurs, mon expérience associative, c'est le pilier de ma construction professionnelle, clairement, plus que mes études. C'est certes complémentaire, mais c'est surtout mon parcours associatif qui a fait que aujourd'hui je peux entreprendre en toute sérénité entre guillemets Hmm. et un parcours par lequel j'ai pu aussi développer ma vision du monde, ma vision critique de ce qui m'entoure, comprendre le fonctionnement d'une société, comprendre le fonctionnement des humains et mieux m'intégrer dans tout ça, tout simplement. D'accord, d'accord. Bah écoute, on va parler du coup, avant de rentrer dans le côté entrepreneuriat, car tu es entrepreneur, on l'a déjà évoqué plus tôt. Mhm. Justement, vu que tu parles du côté associatif, parlons-en un petit peu. Donc, tu t'es beaucoup engagé dans l'associatif, notamment auprès de l'EMF, donc les étudiants musulmans de France, ça. C'est ça, exact. Quand est-ce que tu les as rejoints? C'était en 2014, à l'été 2014 même. Euh, j'ai rejoint l'asso. Je vais dire par hasard, mais en vérité, il n'y a jamais de hasard. J'ai vu une personne qui participait à cet événement que je connaissais de très loin. Je me suis intéressé à l'association, puis je me suis rendu compte que tiens, c'est intriguant, des étudiants voilà qui s'inspirent de valeurs et de l'éthique musulmane pour agir dans la société. Intéressant. Je me suis rapproché et finalement, je me suis rendu compte que euh, il y avait une cause qui était portée par ça, une cause de partage de ces valeurs-là dans la société française, de promouvoir l'excellence autour de soi, d'assumer son identité. Je me suis dit, mais en fait, c'est beau tout ça. Puis j'ai voulu contribuer et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à présider l'association un an plus tard. Puis j'ai aussi été chargé de communication. Voilà, j'ai développé pas mal d'expérience, on va dire, pendant plusieurs années, hein, pendant 7 ans, Oui. pendant 7 ans. Puis j'ai aussi occupé la fonction de responsable numérique de la fédération, parce que MF est une fédération à l'échelle nationale. Donc ça a été plein d'expériences successives qui chacune m'a apporté un nouveau regard sur les choses, une meilleure compréhension de comment fonctionne un groupe d'êtres humains. Ça a été extrêmement riche. Oui. Les étudiants musulmans de France, c'est une association donc à l'échelle nationale. J'ai entendu parler de l'EMF Lyon, EMF Paris. Donc, dans chaque ville, en fait, il y a des groupes qui sont plus ou moins autonomes. Toi, tu étais responsable, président de toute l'association? Ah, de toute la zone, non, plutôt de la section EMF Lyon. Et j'ai D'accord, été dans l'équipe d'administration de la fédération pendant 6 ans. Pendant 6 ans, oui. d'accord. Par la suite.
OK. Est-ce que tu peux nous décrire, rapidement donc qu'est-ce que l'EMF? Bien sûr, donc EMF, Étudiants musulmans de France, c'est une asso qui aujourd'hui a une petite trentaine d'années et qu'on peut retrouver dans un peu toutes les villes étudiantes en France. Il y a une vingtaine de sections aujourd'hui. Et sa particularité, c'est qu'elle souhaite, alors elle a trois grandes ambitions, on va dire. Parmi elles, on va retrouver le fait de pouvoir faciliter le passage de l'étudiant dans son parcours universitaire, que ce soit en l'aidant dans ses démarches, en lui confortant sa situation sociale, ou bien tout simplement aussi en lui apportant des valeurs, des notions culturelles, pouvoir partager un peu d'intellectualité. Autre ambition, bah, le fait de pouvoir tout simplement exprimer le fait qu'il y a des musulmans en France et que ce n'est pas une honte aussi que les musulmans puissent s'exprimer dans le milieu universitaire, entre autres. Ce n'est pas un tabou. Oui, il y a des musulmans et ça devrait tout simplement être normal de constater leur présence. Je dirais également, bah, tout simplement construire une jeunesse forte, une jeunesse consciente, une jeunesse qui se Mmh. questionne sur le monde qui l'entoure et qui est Ouais, solidaire, tout simplement. d'accord. Donc en tant qu'étudiant musulman, peu importe la ville, qu'est-ce qu'on a comme, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'étudiant pour, enfin quels services sont fournis pour les étudiants? Est-ce que c'est des services ou est-ce qu'il faut rejoindre l'association pour pouvoir bénéficier des services? Alors il y a un petit peu des deux. Il y a des services, ça peut être des services d'aide, ça peut être des aides alimentaires, ça peut être des aides parfois dans les démarches administratives, des aides dans la recherche de logement. Voilà, il y a pas mal de petites aides qui sont fournies un peu partout sur le territoire. Et pour les avoir, il n'y a pas besoin forcément d'être membre de l'association. Il suffit juste de contacter l'asso en question dans la ville où on est. Donc il y a des réseaux sociaux propres à la section, ou bien il y a un site web qui réunit toutes les fédérations sur lequel on peut contacter une section en particulier. Et puis, le fait d'être membre donne accès à d'autres privilèges, entre guillemets, notamment le fait de pouvoir s'engager et contribuer dans un groupe convivial et très divers en profil, Mmh. et également pouvoir bénéficier de dynamiques et événements en interne. Donc, c'est une véritable expérience extrêmement enrichissante et j'invite tout jeune étudiant, voire même tout ancien étudiant, entre guillemets, à se rapprocher de cet assaut et voir un petit peu comment il peut contribuer à cette cause-là. D'accord. Chacun est dans des écoles différentes, donc est-ce que, on peut s'attendre à ce que les étudiants de l'association puissent se retrouver dans chaque école s'ils sont dans la même école ou c'est des événements en dehors? Bien sûr, les sections d'EMF sont généralement implantées dans les écoles, enfin à l'université de manière générale. Souvent, quand tu fréquentes des gens dans l'asso, il y a de fortes chances pour que certains d'entre eux, tu les côtoies aussi au sein de ton école, au sein de ton université. Et c'est le cas pour la D'accord. plupart. Donc franchement, c'est combiner le meilleur des deux mondes entre guillemets. Moi, une chose qui m'a aussi beaucoup impacté, c'est cette diversité de profils dont je parlais et qui sont parfois très complémentaires. En l'occurrence, aujourd'hui, mes associés sont des gens, mes associés dans mes activités entrepreneuriales sont des gens que j'ai rencontrés dans cet asso, avec qui j'étais complémentaire. Et on s'est dit, enfin, ça coulait presque de source qu'on partage une expérience professionnelle ensemble. Mmh. Parce qu'on a travaillé ensemble dans un cadre, on va dire, dénué d'intérêt. Donc, on a vu comment chacun travaillait, on a vu les valeurs de chacun euh, dans le travail. Donc, c'est plein de choses qui nous ont rassurés quant au fait qu'on pouvait avancer ensemble en dehors de l'associatif. D'accord. D'accord, très bien. Bah, écoute, c'est dommage parce que moi, quand j'étais étudiant, j'aurais aimé pouvoir rejoindre l'association. J'étais pas spécialement au courant que ça existait. J'ai découvert vers la fin de mes études, malheureusement. Il y avait pas beaucoup de musulmans dans mon cursus, donc c'est peut-être pour ça aussi. Ok. Hem, En tout cas, on espère que ça servira à d'autres. ouais, j'espère, hein. Qu'est-ce que tu as pu retenir de cette expérience, chez l'EMF, en tant que président et puis même de manière générale de ce que tu as pu faire? Alors, de mon expérience, j'ai retenu beaucoup de choses, mais celles qui me restent le plus en tête, ce sont déjà ma facilité à comprendre l'être humain
parce qu'à force d'avoir géré des êtres humains d'horizons divers, de profils divers, on finit par apprendre à fonctionner avec tout le monde, à comprendre chacun parce qu'on est tous différents dans notre façon d'être. Donc ça, c'est quelque chose qui m'est utile au quotidien aujourd'hui en tant que manager d'une équipe, mais aussi en tant que personne qui va devoir aborder des gens. Parfois, ça peut être voilà dans ma recherche de clients, dans ma recherche de partenaires, je dois aborder parfois des gens que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Et mon expérience associative m'a facilité ça puisque je l'ai fait pendant ces 7 ans. Et aujourd'hui, voilà, c'est naturel pour moi de le faire, mais ça ne l'était pas avant. Donc ça m'a énormément facilité. C'est la deuxième chose que je retiens, c'est que ça a construit en fait ma solidité professionnelle aujourd'hui. J'ai pu expérimenter énormément de mes savoir-faire là-bas, des savoir-faire que j'ai solidifiés pour gagner en confiance. Et finalement, c'est le troisième point clé que je garde, c'est la confiance. Le fait d'avoir pu expérimenter dans un cadre, encore une fois, dénué d'intérêt, ça m'a donné de la confiance quant au fait que si j'ai réussi ici, je peux aussi réussir dans un cadre professionnel. Donc cette confiance-là, Hmm. cette confiance dans ma relation avec les gens, cette confiance dans ma relation aussi avec Dieu, ça te facilite à comprendre finalement que il faut pas trop s'attacher à des choses qu'on te répète depuis que t'es petit parce que la société, bon, elle est construite comme ça, c'est comme ça, puis c'est tout. Par contre, on peut, à son échelle, changer les choses tant qu'on acquiert une certaine confiance en Dieu, une confiance aussi en soi-même et une confiance en les gens autour de soi. Et ça facilite à construire son propre parcours et non pas un parcours qu'on souhaite imposer. Ouais, Et puis, bah, voilà, j'ai parlé forcément de l'aspect technique. C'est dans mon expérience associative que j'ai débuté finalement mon parcours d'entrepreneuriat puisque je donnais des formations dans l'asso. Aujourd'hui, une de mes activités, c'est d'être formateur. Ça me permet de gagner ma vie. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui ont fait qui je suis aujourd'hui, hein, que ce soit sur le plan de l'épanouissement social, professionnel, spirituel. Voilà, ça a été une expérience très complète, très riche et, euh, et que je ne regrette pas, même si parfois il y a eu des moments où je me questionnais si j'avais fait le bon choix ou pas. très bien. Qu'est-ce que tu as pu apprendre sur le leadership dans cette position que tu avais? Le leadership, c'est une notion qui est pas facile à acquérir ou à comprendre parce que j'ai l'impression qu'il faut du temps. Honnêtement, c'est pas venu tout de suite dans mon cas. Au début, on a plutôt la posture peut-être d'un manager, alors qu'il y a une notion, enfin une différence quand même assez claire entre le manager et le leader. Mais le leadership, ce que j'en ai gardé, c'est cette capacité à inspirer les gens et les pousser à aller dans une direction. Ça peut être soit en les tirant dans son sens ou en les poussant à aller de l'avant. Mais quoi qu'il arrive, c'est cette force de qui, qui va te servir à animer les gens pour aller tous dans une même direction. Et vraiment, ça, Mmh. c'est incroyable en fait de voir lorsqu'on la met en pratique les effets qu'elle peut avoir. Et alhamdoulilah, c'est une expérience incroyable. Par exemple, tu as des enfin, le type de choses incroyables qui a pu se passer grâce à du bon leadership? Bah, il y a ouais, j'ai envie de dire tout simplement l'éducation de groupe. Parce que quand on arrive dans une asso, on se connaît pas tous. Forcément, on n'a pas tous, on vient pas tous du même milieu social. On n'a pas tous les mêmes expériences, les mêmes profils. Mais enfin, au début, ça fait une masse un petit peu difforme. Il y a rien qui se ressemble. Et quand il y a une personne qui va pousser un petit peu, donc ça c'est ce que moi et d'autres avons pu concrétiser hein, à chaque fois, c'est cette capacité à faire en sorte que tout le monde se se rattache à des valeurs communes qu'on partageait tous déjà avant de se rencontrer et et de capitaliser dessus pour avancer ensemble. Donc même si moi effectivement j'avais pas l'habitude de travailler en équipe, eh ben j'accepte de travailler en équipe parce que j'ai compris pourquoi c'est important de le faire avec ces personnes-là. Et donc c'est Mmh. vraiment d'avoir pu changer le, un groupe d'un état de plusieurs personnes qui ne se connaissent pas et qui ne partagent pas grand-chose en commun
à un groupe qui avance de manière naturelle, de façon soudée et dans une direction commune. Hmm, Vraiment, c'est galvaniser les troupes pour avancer dans une direction commune. Voilà, c'est une des belles choses qu'on peut voir derrière du bon leadership. très bien. Bah, écoute, maintenant parlons un peu de ton expérience entrepreneuriale. Tu es actuellement le fondateur de Mama Papy. D'ailleurs, est-ce que après ton expérience, après tes études, tu as fait autre chose avant de créer cette entreprise? Effectivement, j'ai travaillé quelques mois en tant qu'ingénieur en mécanique, en conception mécanique. D'accord. Ça a été une expérience très enrichissante, mais qui a été aussi significative en fait dans mon parcours de vie, parce que donc ça a duré que quelques mois. Après, il y a eu le Covid en 2020. Ça a été un moment où je me suis dit peut-être qu'il faut que je change de direction, mais avant ça, donc le fait de travailler dans un bureau d'études, etc., c'est confortable, on est tranquille, on est payé correctement. Sauf que je me suis rendu compte que j'allais au travail le matin sans forcément de choses qui m'animaient. Ce qui fait que je n'arrivais pas à donner Hmm, mon maximum dans ce que je faisais. Je le faisais bien, mais j'étais clairement pas à mon maximum. Et oui. je me questionnais, j'ai commencé à me questionner jusqu'au moment où finalement c'est même ma direction qui se rendait compte que j'étais pas à mon plein potentiel. Elle m'incitait à faire plus, à faire plus, à faire plus. Et, et malgré ces rappels, je n'arrivais pas à faire plus. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, avec toutes mes expériences dans ma scolarité, avec mon expérience d'alternant et avec cette dernière expérience en tant que salarié, j'ai compris et j'ai fini par admettre que finalement, j'étais juste un mauvais salarié. Je ne me retrouvais pas dans cette posture, pourtant que j'espérais obtenir depuis si longtemps. Mais j'ai compris que j'étais juste un mauvais salarié et j'ai eu du mal à faire le pas d'accepter ça parce qu'à force de l'avoir nié, 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 bah, à chaque fois, il y avait des petits, entre guillemets, échecs. On va dire, c'est plutôt des expériences. Mais à chaque fois, je me retrouvais dos au mur dans une situation où euh, bah, je vais perdre ma place, entre guillemets. Et Oui. finalement, le fait d'avoir accepté, ça a été très difficile encore une fois. Parce que on est dans une société où on nous incite surtout à ne pas faire ce genre de choix, de, de quitter les chemins qui sont déjà tracés. Hmm, Mais c'était nécessaire parce que je ne m'y retrouvais plus, j'arrivais plus à être moi-même. Je me suis dit, d'accord, c'est moi, Abdessamad, c'est le moment. Là, il y a eu donc voilà le premier confinement qui s'est installé. Je me suis dit, c'est peut-être le moment, d'accepter que je ne n'arriverai pas à durer dans le temps en tant que salarié, parce que ça fait quand même 5 ou 6 ans qu'il y a plein d'expériences qui me montrent que c'est presque pas naturel dans ma personnalité. Et la deuxième chose, c'est le fait qu'avec certains de mes amis, on avait des volontés en commun de développer quelque chose, de développer un projet commercial. Et, euh, et c'est là que ça a été le début d'une nouvelle aventure. Et j'ai sauté le pas de quitter une bonne fois pour toutes. Enfin, après, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas, une bonne fois pour toutes, le milieu du salariat pour une aventure entrepreneuriale. très bien. Alors, comment est-ce que tu t'es organisé pour la transition du salariat à l'entrepreneuriat? Est-ce que tu avais déjà une idée en tête? Tu as commencé à travailler dessus avant de quitter? Au niveau financier aussi, comment est-ce que tu appréhendais les choses? Ok, alors en vérité, la transition, elle a été un petit peu forcée parce que forcément, il y a eu un confinement, donc mon activité professionnelle, dans tous les cas, elle s'est arrêtée. C'est pas quelque chose que je pouvais faire de mon côté. Enfin, même si je suppose qu'après ils ont trouvé des solutions pour faire en sorte que ce soit faisable en télétravail. Euh, et donc, ce qui s'est passé, c'est que en 2018, on avait commencé avec deux amis, Abdoulaye et Ismaël, euh, dans les événements qu'on réalisait à l'université, notamment par le biais de MF. On avait des buffets dans lesquels, une fois, on a mis un produit, voilà, qui était préparé par la maman d'Abdoulaye, qui était une boisson, un bissap, et on a vu d'excellents retours. D'excellents retours. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que cette boisson? Elle est extrêmement bonne. D'où ça vient? Qui l'a préparée? Et ça a été intéressant pour nous d'observer ça. On s'est dit, bizarre qu'il y ait des produits comme ça qui cartonnent alors que personne ne les connaît. Enfin, c'est presque pas normal. Donc,
Voilà, ça a été un premier signal. Puis le deuxième, quelques mois plus tard, même expérience. Encore une fois, là, il n'y a absolument aucun projet. Mais on observait une Mhm. deuxième fois, donc une centaine de participants, tous très ravis d'avoir testé ce produit et les mêmes questionnements en grand nombre. Là, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire. C'est très étrange quand même que ce genre de produit ne soit pas plus connu. Pourtant, les gens l'apprécient énormément. Et c'est là que ça a été un premier Mhm. signal faible pour nous, se dire, il y a peut-être quelque chose à faire avec les produits du monde, notamment les boissons, parce que c'est comme ça qu'on a commencé. Donc avec les boissons du monde, il y a peut-être quelque chose à concrétiser. Et donc là, on a commencé notre réflexion et on s'est posé la question, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de vendre des boissons du monde? Si oui, comment? Puis on s'est dit, bah finalement, comme c'est un peu la maman de toi, Abdoulaye, qui a conçu ce produit, peut-être que c'est intéressant de rester dans cette veine-là et se dire, bah, on va valoriser des produits du monde, mais aussi les acteurs, les producteurs de ces mêmes produits, qui ont Mhm. un héritage, qui ont un savoir-faire, qui ont toute une histoire à raconter. Et on a commencé à imaginer cet univers-là euh, de, euh, de maman, parce que ça a été un peu le début, et on s'est dit, bah, on va rester là-dedans, c'est super inspirant. Donc de ces mamans qui héritent de ces savoir-faire et mais qui n'ont pas conscience particulièrement que ça peut avoir un impact significatif auprès d'une cible. Et là, on a commencé à Ouais. tester de manière un peu plus professionnelle à vendre ce produit-là. Encore une fois, de manière tout à fait naïve, on savait pas trop dans quoi on se lançait, mais c'était voilà, c'était à peu près en 2019, donc on a commencé à vendre un petit peu autour de nous. Et finalement, c'était extrêmement bien reçu. Et on s'est dit, ça y est, on est quasiment sûr qu'on peut faire quelque chose de cette idée-là. Et on a développé des Mhm. packaging, on a développé vraiment, on a fait des tests de vente à plus grande échelle. On a testé dans de grands événements avec plusieurs centaines de participants. Et donc, de fil en aiguille, encore une fois, on s'est dit comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'il va nous falloir des finances? Donc ça a été un frein pour nous. Forcément, on était en fin d'études. Les finances, c'est pas forcément ce qu'on a le plus de côté quand enfin, dans cette situation. Donc ça a été un peu le frein qui nous a ralenti donc jusqu'au confinement de 2020, le premier. Et là, donc on s'est mis à plein temps. Confinement, enfin presque plein temps, on va dire dans le développement du produit. On se réunissait régulièrement, on cherchait des solutions, on expérimentait. Et donc, les mois ont passé et à l'été 2020, on a fait un constat, c'est que économiquement, vendre une gamme de boissons du monde, ça, en grande surface, c'est un peu l'idée qu'on se faisait, ça allait être compliqué parce qu'on n'a pas forcément les finances, il faut aller les chercher, mais on se sentait pas encore trop de faire ça à ce moment-là. Et, et donc la réflexion nous a mené plutôt vers l'idée d'orienter ça sur l'aspect alimentaire et vendre finalement les Mhm. plats du monde de nos mamas aux Français pour les faire voyager aux quatre coins du monde et les faire découvrir cette culture qui a hérité qu'ont hérité nos mamans et qui a traversé peut-être plus d'une mer. Donc, ça a été un peu le début de l'aventure, la nouvelle aventure Mama Papille. Ça a été le nom qu'on a choisi de donner à notre future société. Et l'idée, c'était de Mhm. valoriser le savoir-faire et le talent de nos mamas, de nos mamans, pour, euh, pour ravir les papilles hein, des Français et en même temps euh, leur montrer à ces mamas qu'elles peuvent vivre de cette activité-là, qu'elles ont un vrai talent Ouais. qui ne doit pas être sous-estimé. Et c'était Mhm. l'idée. Mhm. C'était l'idée, c'est montrer que vous pouvez vivre de ce que vous savez faire, mais ne le sous-estimez pas et n'allez pas vous dire que finalement, il vaut mieux que j'aille faire du ménage parce que je suis sûr que ça me rapporte, alors que ça, la cuisine, je la fais juste pour ma famille. Tu peux aller plus loin. Nous, on a la facilité de prendre des risques entrepreneuriaux. Eh ben, on va être un petit peu la partie qui va gérer le côté commercial et vente, et les mamas vont être Mhm. dans la conception des produits et on imaginait les concepts ensemble, etc. Et au fur et à mesure, bah, c'est devenu vraiment sérieux. On commençait à vendre, ça devenait intéressant, sauf que, bon, avec forcément les différents confinements qui se sont succédés en termes logistiques, c'était un peu compliqué.
Donc, on s'est dit, aujourd'hui, il est peut-être intéressant de se faire accompagner. Donc, on a intégré un incubateur de start-up qui nous a aidé à reconstruire un petit Mhm. peu. Donc, on a suivi 6 mois de cours à l'EM Lyon, enfin, à Lyon, tout simplement, qui nous ont aidé à reconstruire un peu le projet dans la cible, dans le business model, etc. Et ça a été extrêmement enrichissant parce que Mhm. moi, ça venait compléter aussi mon parcours technique. Donc, je suis ingénieur de formation. Je suis pas forcément un commercial. J'ai pas forcément ce savoir-faire-là. C'est venu me l'apporter. Tous les savoir-faire de commerce, de marketing, de finance, etc. Ça a été extrêmement enrichissant. Et ce, Mhm. d'ailleurs, de manière totalement gratuite, hein, c'est assez exceptionnel. C'est des promotions à entrepreneurs qui ont lieu, à entrepreneurs dans la ville qui ont lieu tous les ans. Et on est sur sélection, on est formé, accompagné pendant 2 ans. Et, Trop bien. et donc, ça a été une opportunité extraordinaire pour nous d'intégrer un réseau, de pouvoir être accompagné par des experts, des gens qui vont aussi nous mettre en relation avec des personnes qui peuvent être de futurs clients. Ben, finalement, nos premiers clients, ça a été ce réseau-là. Et c'est ça qui nous a montré qu'on pouvait faire quelque chose de grand de ce projet. Et donc, on l'a reconstruit et c'est devenu finalement entre guillemets, un traiteur 2.0 dans lequel on propose aux entreprises en B2B des expériences culinaires, des buffets, hein, des repas de cuisine du monde qui vous immergent totalement dans l'univers en question. Donc les buffets en question, voilà, on est en Mhm. immersion de par le décor, de par les odeurs qui sont transmises dans l'espace, de par pourquoi pas même la bande son, ça c'est quelque chose qu'on essaie d'expérimenter en ce moment. Donc voilà, ça a été une expérience de repenser ça et de comprendre aussi que finalement quand on veut toucher quelqu'un, la première chose à faire, c'est pas de se dire je pense qu'il veut ceci, c'est d'aller lui demander qu'est-ce qu'il souhaite tout simplement. Donc cette posture-là, Mhm. ça a Mhm. été, c'est dans ces formations-là qu'on l'a acquise. C'est comprendre que quand je vais aborder Ouais. quelqu'un, je lui demande finalement qui il est, j'essaie de le comprendre, d'interpréter ses besoins. Actuellement, donc vous êtes plutôt orienté dans le côté traiteur chez les professionnels, hein, si j'ai bien compris, donc plus trop chez les particuliers. C'est ça, exactement. On n'est plus du tout, même chez les particuliers, hormis sur un aspect, parce que je vous ai parlé de buffet, de déjeuner. Il y a aussi le côté team building. Mhm. Et enfin, finalement, ce sont des ateliers culinaires qui, eux, sont également ouverts aux particuliers. On l'a pas encore lancé auprès des D'accord. particuliers, mais ça arrivera incessamment sous peu. Mais Mhm. voilà, à l'heure actuelle, on a choisi de se réorienter en B2B pour conforter le lancement de notre activité et le B2C, Très donc bien. auprès du particulier. On souhaite évidemment y revenir, alors que ce soit l'année prochaine ou peut-être celle d'après, mais quand la société se sera développée et aura les épaules plus solides pour être sur les deux axes. Mhm. Mhm. C'est super. En tout cas, là, je suis sur votre site internet, mamapapi.com, et les photos donnent très envie. Là, je crois que je vois ça doit être un repas indien, là, que je vois. Ouais, certainement. Effectivement, la nourriture indienne, c'est beau. Enfin, même la nourriture du monde, ça donne envie. Et d'ailleurs, ça crée du lien, ça crée énormément de liens. Bien sûr, bien sûr. Il y avait une autre entreprise que j'avais interviewée, donc je dois faire 2 ans maintenant, hein, qui est à Paris, qui est bien un peu plus développée, j'imagine, puisqu'elle a plus d'expérience. Oui, C'est Meet My Mama. Donc en fait, vous êtes plus ou moins sur le même créneau, en fait, vous deux. exactement. Finalement, on a eu les mêmes réflexions, hein, quand j'ai discuté avec eux. Je me suis rendu compte Mhm. qu'on a adopté le même cheminement dans la réflexion. On est parti du même constat et on s'est dit, ben, pourquoi laisser ces talents endormis ici tout autour de nous? Venez, on, Mhm. on leur sert de tremplin. Donc ça a été un peu la même réflexion parce que je pense qu'on a aussi un peu grandi dans les mêmes milieux où finalement il y a énormément de diversité. Ce partage de la cuisine du monde, bah, c'est quelque chose qu'on a connu depuis tout petit et ça coulait presque de source pour nous de faire ça à un moment donné. Super, super. Et donc là, ça fait combien de temps que vous avez commencé l'aventure? Bah, l'aventure depuis son origine, c'est depuis 2018, mais sous sa Mhm. forme un peu nourriture, c'est depuis septembre 2020. D'accord. Donc 2 ans, quoi. C'est ça. Très bien. Donc, par rapport à tes appréhensions, par rapport à ce que tu imaginais de cette expérience-là quand tu as quitté donc, le monde de l'entreprise, est-ce que c'est comme tu t'y attendais? Est-ce que que tu t'impliques beaucoup plus? C'est quoi les plus, les moins de cette expérience? Alors, c'est une très bonne question, hein, parce que
on a tendance parfois à idéaliser un petit peu cette idée d'entreprendre, le milieu de l'entrepreneuriat. Oui, je suis à mon compte, effectivement, mais en fait, avant d'être à son compte, tu es surtout à la merci du monde, entre guillemets. C'est-à-dire que il y a rien qui sera fait pour toi, contrairement au milieu du salariat ou les parcours classiques où il y a déjà des choses tracées. Toi, tu viens, tu prends et tu fonctionnes avec ce qui est déjà en place. Quand tu dois entreprendre, Mmh. finalement, tu as absolument tout à faire, même quand parfois tu ne sais pas le faire. Et c'est pas les gens qui vont le faire à ta place. Donc, si tu n'es pas capable d'aller échanger avec les gens, d'aller questionner, euh, d'aller euh, d'aller te former, de se former, c'est capital. On a besoin de se former dans ce parcours-là. Ça a été donc pour moi, voilà, ça a été assez particulier hein, de me retrouver du jour au lendemain à pas savoir finalement dans quelle direction aller parce qu'il y a plein de choses à faire en même temps. Il y a il y a des astuces qu'on ne connaît pas forcément quand on débute. Donc, ça a été particulier, cette transition. Mais aujourd'hui, finalement, je me sens en phase avec ça parce que certes, c'est difficile au quotidien. Faut se lever tôt pour pouvoir concrétiser ce qu'on souhaite. On a parlé de discipline un peu plus tôt. Alors là, ça devient capital. S'il n'y a pas de discipline, ça risque d'être très compliqué. On va se retrouver à juste jouer à l'entrepreneur au lieu de vraiment entreprendre. Et au bout de 1 an, 2 ans, tu dis: «Ouh là là, mais j'ai jamais rien gagné, derrière tout ça. Finalement, aujourd'hui, je ne peux plus tenir dans cette situation». Et ça arrive à énormément d'entrepreneurs, pour pas dire la majorité, qui finalement, sont obligés de retourner à un système plus classique parce qu'ils ne peuvent plus vivre, dans cette situation. Et Mmh, mmh mh. voilà, mais moi, malgré tout, certes, je n'ai pas encore gagné, quoi que ce soit derrière cette activité-là, même si finalement j'en ai une autre qui me permet quand même de vivre. Eh ben, je me sens libre de pouvoir exprimer mes savoir-faire, de pouvoir exprimer ma personnalité, d'injecter tout ça dans ce projet et de le partager finalement, de le porter en commun avec d'autres personnes et d'avoir des retours du marché, d'avoir des retours de l'environnement qui te font comprendre que tu es plutôt dans une bonne direction. Donc après, il faut continuer, il faut pas Ouais. lâcher. La persévérance, elle est fondamentale. Si on n'en a pas, si on n'est pas capable de faire preuve de persévérance, l'entrepreneuriat, c'est peut-être pas la bonne voie. Parce que tous les jours, c'est une claque. Tous les jours, c'est une claque. Et celui qui réussit, en général, à aller au bout, c'est celui qui accepte de se prendre des claques, qui sait qu'il va se prendre des claques. En fait, c'est déjà une première prise de conscience, mais qui sait aussi qu'il va devoir se relever. Et donc, tous les jours, tu prends une claque ou une balayette et puis tu tombes et tu te relèves jusqu'au Mmh jour où mh. finalement il y a des choses qui se débloquent et Dieu te facilite le reste et puis ça part dans des mesures que tu n'espérais même pas. Tu as évoqué rapidement que tu as une deuxième activité à côté pour vivre? Exact. En vérité, c'est une activité qui me passionne tout autant, c'est de la formation. Comme je le disais tout Mmh à mh. l'heure, j'ai donné mes premières formations à EMF dans l'asso. C'était des formations Excel, des formations Photoshop, voilà, je suis très friand d'informatique, hein, je suis informaticien depuis que j'ai 7 ans et heu et j'ai appris énormément de choses, j'ai expérimenté beaucoup de choses. Je me suis dit que j'allais partager un petit peu mes savoir-faire, dans l'asso et finalement, je me suis rendu compte que Mmh. j'aimais énormément transmettre. J'aimais énormément, voir des gens progresser dans leur technicité par, ce que j'ai pu leur apporter et je me suis dit à un moment donné ou plutôt en fait, on m'a dit à un moment donné: «Bah, écoute, ta formation m'intéresse. Est-ce que tu peux venir la dispenser, dans un groupe et je te paye bien évidemment?» Et là, ça a été le début. Je me suis dit: «Mais en fait, si les gens sont prêts à me payer pour, quelque chose que je faisais gratuitement, peut-être que je peux véritablement en vivre». Et ça a été ma première vraie, enfin significative, on va dire, ma première expérience entrepreneuriale significative, ça a été la formation. Aujourd'hui, je donne des formations dans des écoles, dans des associations, auprès d'entrepreneurs, dans des incubateurs, et cetera. D'accord. Donc c'est quelque chose qui te prend pas énormément de temps non plus et qui te permet aussi et que tu aimes d'ailleurs et qui te permet de t'investir dans ton projet entrepreneurial, à côté. Exactement, je le fais donc de manière très ponctuelle pour, pouvoir tout simplement, voilà, obtenir mes besoins, pour vivre. Mais de sorte à ce que ça ne prenne pas non plus le pas sur, l'activité que je veux développer en priorité. Très bien. Alors est-ce que tu penses que maintenant, après toutes les difficultés que tu as eues, c'est relatif, hein, mais enfin tous les challenges que tu as eu pendant tes études, hem, est-ce que tu trouves que maintenant tu es complètement épanoui?
par rapport à ton quotidien? Sincèrement, j'aime beaucoup ma vie. Je le dis, ça peut paraître drôle, mais j'aime vraiment ma vie parce que je retrouve les saveurs que je voulais expérimenter, ces saveurs de challenge, se retrouver un petit peu à jongler avec tout, avec différents métiers. Quand je dis jongler avec différents métiers, parce que dans l'entrepreneuriat, faut être capable de faire plein de choses en même temps. Faut être capable de faire de la vente, faut être capable de faire du marketing, de l'administratif, des finances. Et jongler avec tout ça, c'est ce que j'ai expérimenté au début dans le milieu associatif. Et c'est un truc que j'avais vraiment apprécié et que je me retrouve aujourd'hui à faire dans une construction économique, on espère viable, Inch'Allah, par la suite. Et oui, sincèrement, je suis très satisfait. J'en suis pas encore au stade où je suis tranquille et je me dis ça y est, ça tourne, je peux être beaucoup plus serein. Mais malgré ça, le chemin pour y arriver, sincèrement, j'aurais pas pu trouver ça ailleurs. Et donc je regrette pas d'avoir fait ces choix de vie. Et au niveau du côté spirituel, donc au niveau de l'islam, est-ce que tu parlais d'assises plutôt, est-ce que tu continues à entretenir ça à travers aussi des assises ou à travers d'autres activités? Effectivement, on parlait de bonne compagnie. À un moment donné, j'ai mentionné ça. La bonne compagnie, c'est ce qui te permet aussi de rester un peu droit dans tes bottes, parce que c'est important de Mmh. se laisser tirer vers le haut par des personnes qui ont envie d'aller toujours plus haut. Et entre autres, sur le plan Mmh. spirituel, pouvoir fréquenter ces personnes-là régulièrement, pouvoir s'inspirer d'elles, pouvoir s'exprimer librement dans ces milieux. Donc voilà, j'essaie très régulièrement de me ressourcer dans des moments de repos comme ça, dans des moments d'assises, dans des moments d'échange, euh, très régulièrement, que ce soit dans des conférences aussi qui peuvent t'inspirer spirituellement et te donner une certaine quiétude dans, dans ton avancée quotidienne. Très bien. Écoute, merci beaucoup, Abdessamad. Avec grand De toute façon, on plaisir. en a fini avec les grandes questions de l'interview. Il me reste quelques petites questions pour terminer. Mais avant ça, est-ce que tu penses qu'on a loupé quelque chose ou il y a un sujet qu'on aurait pu évoquer qu'on n'a pas évoqué? Écoute, ça a été très intéressant. Après, si je devais juste dire une dernière chose là comme ça qui me vient à l'esprit, vraiment une des choses que j'ai découvertes ces dernières années, c'est que c'est vraiment important de se laisser inspirer par les gens qui nous entourent. Se laisser inspirer par des gens qui ont envie d'avancer, comme je disais, dans la vie, et, euh, et finalement se laisser tirer vers le haut. Et c'est important de s'entourer de ces personnes-là, moi, Hmm. que ce soit dans le milieu entrepreneurial ou associatif ou scolaire, mais surtout entrepreneurial, voire même spirituel aussi. C'est les personnes qui voulaient avancer, qui m'ont aidé à avancer. Parce que quand on n'est malheureusement Hmm. pas dans un entourage qui te pousse à aller vers le haut, il y a peu de chances qu'on y arrive. Il y a toujours des exceptions, mais dans le cas général, il y a peu de chances qu'on y arrive. Et s'entourer des personnes qui avancent dans une direction qui te semble être la bonne, c'est important de les fréquenter, de les rencontrer, de parler avec elles, de s'inspirer d'elles. Ça va vraiment construire un petit peu ta personne. Ça a été mon cas, mais je sais que c'est aussi le cas d'énormément de personnes autour de moi. Finalement, être dans une posture humble, de se dire j'ai tout à apprendre. Alors je vais aller apprendre auprès de ceux qui détiennent ne serait-ce qu'un petit savoir, une petite sagesse, un petit trait de personnalité. Voilà, Hmm. c'est extrêmement enrichissant de se laisser inspirer par les humains qui nous entourent. Merci pour ce conseil que je partage entièrement. Abdessamad, est-ce que tu as des routines quotidiennes, hebdomadaires, des routines qui reviennent régulièrement et qui t'aident à progresser ou à maintenir ton énergie, ta foi, ou d'autres choses? Alors en termes de routine, enfin, je sais pas si on peut appeler ça des routines, mais j'aime bien régulièrement. Je parlais beaucoup de m'inspirer, mais du coup essayer de participer à des conférences sur des sujets qui vont m'être utiles sur le moment selon ce que je fais, ou bien écouter des Mhm. vidéos, regarder des vidéos, écouter des podcasts sur, pareil, sur des sujets que je recherche sur le moment. Euh, je pense notamment à des sujets notamment liés à l'entrepreneuriat, mais parfois c'est très intéressant de voir qu'il y a aussi des sujets qui font la connexion entre la spiritualité et l'entrepreneuriat. Et ça, pour moi, ça a été D'accord. vraiment des éléments clés pour le développement
pour ma manière, on va dire, d'entreprendre au quotidien. Et donc Ok. en termes de routine, je sais, voilà, je parlerai pas de routine particulièrement, mais de réflexe plutôt. Hmm. Et par exemple, enfin, tu évoquais les trucs, enfin, les sujets qui regroupent l'entrepreneuriat et le côté spirituel. Tu penses à quoi? C'est des conférences ponctuelles ou c'est des choses, tu as des références? Alors je peux éventuellement donner une référence. Moi, il y a des conférences qui m'ont vraiment inspiré, c'est celle de Fethullah Otmani sur les sujets Mhm. notamment du management un peu prophétique, du leadership aussi prophétique. Et c'est des moments dans lesquels j'ai trouvé des notions que je n'avais pas forcément et qui finalement m'ont aidé à mieux construire qu'est-ce que je voulais faire finalement dans mon parcours entrepreneurial. Je pense notamment je vais juste citer une chose qui m'avait marqué dans une de ces conférences. C'était parce qu'il fait souvent des conférences aussi liées au sujet de l'entrepreneurial, étant lui-même un entrepreneur, un très bon entrepreneur d'ailleurs. Il y avait cette notion de il faut toujours essayer de créer du lien entre les gens. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je vais pas rentrer dans le détail parce que ça pourrait être très long, mais effectivement, créer du lien entre les gens, ça va avoir un impact significatif sur la société et, et extrêmement positif comme impact. Donc finalement, Hmm. cette notion-là, moi, ça m'a renforcé et orienté dans l'idée de créer du lien entre les gens. Et c'est là aussi où ça m'a aidé à orienter un peu mieux la vision de Mama Papi, de se dire on va créer du Oui. lien entre les gens parce qu'on est convaincu que ça peut avoir un impact durable et significatif autour de nous, auprès de ces personnes-là, mais aussi sur la société tout entière. Merci beaucoup. Est-ce que tu as des recommandations, une ou deux recommandations, soit d'un livre qui t'a particulièrement plu, d'un documentaire ou d'autres références? Euh, Bah alors déjà, ouais, bah alors j'inciterais déjà à aller écouter, hein, on peut les trouver sur le net, des conférences là de Fethullah Otmani sur les sujets du leadership et du management prophétique qui sont extrêmement enrichissantes, que ce soit pour un entrepreneur ou ou n'importe qui en vérité, parce que ça peut s'appliquer aussi au cadre familial et autres. Mais pour un entrepreneur, je trouve ça extrêmement intéressant. Et la deuxième référence, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que il m'a aidé à comprendre un peu comment fonctionne notre société. Après, on peut en dire ce qu'on veut, mais c'est le livre Propaganda de Edward Bernays qui, euh, qui, qui traite du sujet de la manipulation de masse, de comment façonner une opinion dans une société, on va dire, démocratique comme la nôtre. Et finalement, ça a été ultra intéressant pour moi de comprendre ces notions-là, parce que Edward Bernays, c'est un des pères un petit peu de la propagande, on va dire, du 20e siècle. Limite, en fait, il était Mhm. capable d'inciter n'importe quelle masse à consommer n'importe quel produit. Parce qu'il y avait des Mhm. techniques, finalement, quand quand on a affaire à un groupe, un grand groupe de personnes, il y a des techniques qui te permettent de tous les faire aller dans la même direction. Et c'est utile de comprendre ces notions pour mieux s'en prémunir et pour les observer. Se dire, ah, là, je vois qu'il y a un jeu un petit peu malsain qui est fait auprès de la population. Je suis capable de le décrypter et de m'en prémunir si besoin. Donc, voilà, pour moi, ça reste une référence dans le milieu de la gestion d'une foule dans la société occidentale et de manière générale d'ailleurs. Et toutes les analyses qui en sont faites, toutes les analyses qui en sont faites sont extrêmement enrichissantes et intéressantes dans la manière de traiter la, le, la construction de l'opinion d'une foule. Très bien. Bah, écoute, je mettrai ça en description, Inch'Allah. Pardon. Et enfin, dernière question, Abdessamad. Si un auditeur ou une auditrice souhaite te suivre ou te poser une question lors de ton travail, est-ce que c'est possible? Bien sûr, totalement. C'est largement faisable sur mon compte LinkedIn, donc Ok, qui permet voilà soit de suivre un petit peu ce que je fais, mes activités, mais aussi ce que je peux partager autour de moi. Et puis, bah, ce serait avec grand plaisir. super. Bah, écoute, Abdessamad, je te remercie beaucoup pour ton temps, pour ton partage d'expérience. Merci à Je toi, trouve qu'il est Abdallah. très enrichissant et très, comment dire, c'est une expérience vraiment pratique de ce qu'on peut vivre hein, avec les challenges au niveau des études, de l'associatif et de l'entrepreneuriat. Je pense que c'est des sujets qui intéressent un peu
enfin, pas mal de monde, hein. On a beaucoup d'étudiants qui veulent s'investir un peu dans tous ces domaines-là. Et je pense que ton expérience pourra en inspirer plus d'un, Inch'Allah, j'espère en tout cas. Inch'Allah. Ben, je l'espère également. Et puis merci à toi, Abdelrahman, pour cette invitation dans ce podcast vraiment très, très inspirant et qui, j'espère, touchera toujours davantage de personnes et servira euh, toujours plus, tout simplement, pour pouvoir être plus inspiré, tel que je l'ai beaucoup répété tout à l'heure. Merci beaucoup, Abdessamad. Je demande à Dieu qu'il te facilite, Euh, qu'il bénisse ton projet et qu'il fasse que ça soit un grand succès, Inch'Allah, et que, voilà, que tu aides un maximum de personnes et que tu t'épanouisses encore plus. Amin, Inch'Allah. Merci beaucoup, Abdelrahman. Merci. Allez, salam alaikum. À très Wa vite. alaykoum salam. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.